Bien, donc, comme nous le disions tout à l'heure, nous parlons donc de Cheikh Anta Diop et de son œuvre immense, en particulier concernant le début, les origines de l'humanité. C'est le premier thème que nous allons aborder aujourd'hui. Et nous voyons aussi sur cette carte une représentation donc des deux fleuves mythiques, les deux fleuves qui sont à l'origine même, je dirais, du développement de la vie humaine et de la civilisation, le Nil blanc et le Nil bleu, qui sortent donc pour l'un du lac Victoria, pour l'autre du lac Tana. Le Nil bleu étant le plus grand fournisseur d'eau donc du Nil, 80% des eaux du Nil viennent du Nil bleu et descendent donc du lac Tana. Et ce Nil bleu traverse donc l'Éthiopie, va rejoindre le Nil blanc à Khartoum en Nubie, et tous les deux vont former ce qu'on appelle le Grand Nil. Donc ce Grand Nil, c'est lui qui va arroser l'Égypte, qui va donner donc naissance à la glorieuse civilisation pharaonique. Alors aux sources du Nil, bien sûr, on a trouvé des ossements, des fossiles, des preuves archéologiques de l'ancienneté de la présence humaine et préhumaine en Afrique, et en particulier en Éthiopie. Nous connaissons tous Lucie, appelée Dikenesh par les Éthiopiens, qui signifie celle qui est plus belle que les étoiles. Eh bien, Lucie, Dikenesh, eh bien, c'est un Australopithèque afarensis qui a plusieurs millions d'années et qui représente, en tout cas au niveau symbolique, je dirais, de la science, l'ancêtre de l'humanité. Bien sûr, concernant l'homme moderne, il y a d'autres références, telles que Idaltu, qu'on a trouvé aussi en Éthiopie, mais qui concernent plus exactement l'Homo sapiens sapiens. Là, nous sommes dans les Australopithèques afarensis, c'est-à-dire, on va dire, les ancêtres de l'Homo sapiens sapiens. Alors, en allant plus en avant, il faudrait bouquiner ce petit ouvrage de Gérard Lussotte qui s'intitule « Ève était noire ». C'est un ouvrage qui plaide en faveur de l'ancienneté, bien sûr, de la présence humaine en Afrique et qui dit en gros que toutes les entre guillemets, races humaines qui sont sur la Terre ne proviennent que d'une seule race, la race africaine, qui a pris naissance en Afrique. Et c'est pourquoi le titre s'intitule « Ève était noire », c'est-à-dire celle qui est considérée comme la mère de l'humanité en termes bibliques, eh bien, était déjà donc d'origine africaine, négro-africaine. On va parler maintenant de l'origine nègre des anciens Égyptiens. C'est un thème qui est très cher à Cheikh Anta Diop, puisqu'il a démontré que non seulement l'humanité a pris naissance en Afrique, mais encore la première grande civilisation eh bien, est issue du continent africain. L'Égypte ancienne, l'Égypte pharaonique, eh bien, s'est développée en Afrique. Ici, nous avons une photo du lac Tana, qui est le source du Nil, et qui va descendre en Égypte. Et donc, l'un des premiers civilisateurs de l'Égypte est appelé Osiris. On dit aussi Kem Aour, c'est-à-dire le grand noir. Osiris est considéré comme le civilisateur de l'Égypte. C'est lui qui a amené un certain nombre de pratiques telles que l'agriculture, la maîtrise de certaines techniques, comme par exemple pour faire du vin, la culture du vin. Et donc, cet Osiris, de son vrai nom Kem-Ur, dans le livre des morts des anciens Égyptiens, est considéré comme un Éthiopien qui a suivi le cours du Nil et qui a apporté donc ses sciences, ses connaissances en Égypte. Voici ce qu'en dit Diodore de Sicile, cité ici par Cheikh Anta Diop dans Nation et Agriculture au volume 1. Diodore de Sicile écrit: les Éthiopiens disent que les Égyptiens sont une de leurs colonies, c'est-à-dire une fraction d'entre eux, qui fut menée en Égypte par Osiris. Ils prétendent même que ce pays, c'est-à-dire l'Égypte, n'était au commencement du monde qu'une mer, mais que le Nil, la baille dont je parlais tout à l'heure, entraînant dans ses crues beaucoup de limon d'Éthiopie, l'avait enfin comblé et en avait fait une partie du continent. Ils ajoutent que les Égyptiens tiennent d'eux, comme de leurs auteurs, c'est-à-dire tiennent des Éthiopiens comme de leurs auteurs et de leurs ancêtres, la plus grande partie de leurs lois. C'est d'eux, des Éthiopiens donc, qu'ils ont appris à honorer les rois comme des dieux et à ensevelir leurs morts avec tant de pompe. La sculpture et l'écriture ont pris naissance chez les Éthiopiens. Donc l'écriture, on en a parlé avec le dieu Thoth de son vrai nom Djéhouti, qui a amené l'écriture aux Égyptiens et qui est représenté sous la forme animalière du singe Hamadryas et de l'Ibis Ethiopicus, donc
deux animaux qui sont emblématiques de l'Éthiopie. C'est ce Djéouti qui a amené donc les hiéroglyphes qu'on appelle les Medunetcher, c'est-à-dire l'écriture divine. Alors, plus bas, nous avons une quantité de notes qui sont peut-être un peu difficiles à lire si vous êtes un peu myope. Champollion le Jeune donnera positivement son opinion sur la race égyptienne dans les termes suivants. Les premières tribus qui peuplèrent l'Égypte vinrent d'Abyssinie. L'Abyssinie est un nom de l'Éthiopie actuelle. Les caractères nègres de la race éthiopienne, c'est-à-dire des Abyssins, il précise, ont été suffisamment affirmés par Hérodote et par tous les anciens pour qu'il soit nécessaire d'y revenir. Donc pour Cheikh Anta Diop, il est une évidence que les Éthiopiens, c'est-à-dire les Abyssins, il précise, sont les ancêtres des Égyptiens. Et ça coupe court à beaucoup de débats où, quand on parle de Nubie, on a tendance à vouloir exclure l'Éthiopie de ce qu'on appelait l'Éthiopie des anciens. On a envie d'exclure l'Éthiopie actuelle de l'Éthiopie des anciens. Point du tout. Les Abyssins, la race éthiopienne, bien sûr, est constituée des Éthiopiens d'Éthiopie actuelle, et ce qui n'empêche pas qu'il y ait effectivement les Nubiens et d'autres peuples qui soient intégrés dans le mot éthiopien. Chérubini fait allusion à ce passage de Diodore de Sicile quand il dit « Les Éthiopiens se disent les premiers de tous les hommes. Ils disent aussi que ce sont eux qui ont institué le culte des dieux, les fêtes, les assemblées solennelles, les sacrifices, en un mot, toutes les pratiques par lesquelles nous honorons la divinité. C'est pour cela qu'il passera pour le plus religieux de tous les hommes et qu'il croit que leurs sacrifices sont les plus agréables aux dieux. » D'accord ? C'est pour cela qu'il passe, pour les plus religieux de tous les hommes et qu'ils croient que leurs sacrifices sont les plus agréables aux dieux. Ils disent que les dieux ont récompensé leur piété par des avantages considérables comme celui de n'avoir jamais été soumis à la domination d'aucun peuple étranger. Ça, c'est très important parce que, vous voyez, Diodore de Sicile, à cette époque-là déjà, témoigne que l'Éthiopie n'a pas été soumise à des nations étrangères. Et ça a duré pendant des milliers d'années. Et ce n'est qu'en 1935 que l'Italie a réussi à gagner pendant provisoirement la guerre d'Éthiopie et n'a pas pu perdurer en Éthiopie et s'est fait sortir de là dès 1941, en 1936 plus exactement, de 1936 à 1941, 5 ans d'occupation italienne, sans reddition, sans donc reconnaissance d'un empire italien en Éthiopie par les Éthiopiens, c'est-à-dire une occupation mais non pas une colonisation. Donc à travers plusieurs millénaires, l'Éthiopie n'a jamais été colonisée. Et ça, c'est déjà un témoignage ancien. Depuis l'époque de Diodore de Sicile, on parlait de ce privilège donc, des Éthiopiens. Ils continuent. En effet, ils ont toujours conservé leur liberté. Et plusieurs princes très puissants qui les ont voulu subjuguer, ont échoué dans leur entreprise. Plusieurs princes très puissants. On peut parler par exemple de Cambyse, on peut parler d'Alexandre le Grand, enfin tous ces grands conquérants, dont les œuvres se sont arrêtées aux portes de l'Éthiopie. Ils n'ont jamais pu vaincre l'Éthiopie. Donc, parlons maintenant du Yémen. Le Yémen était une colonie éthiopienne. À la naissance de Mahomet, l'Arabie était une colonie nègre, avec la Mecque comme capitale. De la Fosse lui-même est obligé de constater cette souveraineté de l'Éthiopie sur l'Arabie. Si l'on songe à la part qu'a eu cet empire, on précise Éthiopie, Addis Abeba, dans les destinées de l'Égypte ancienne, c'est-à-dire là où se trouve l'Éthiopie actuelle, dans les destinées de l'Égypte ancienne, si l'on se souvient qu'au moment de la naissance de Mahomet, l'Éthiopie exerçait sa suzeraineté par-delà la mer Rouge sur le Yémen, on est obligé de supposer qu'une pareille force n'a pas pu ne point rayonner sur les peuples avec lesquels elle s'était trouvée en contact. Donc le rayonnement de l'Éthiopie sur l'Égypte ancienne est une évidence qui a été notée par plusieurs égyptologues, plusieurs historiens, dont ceux qu'on a déjà cités, Chérubini, Champollion le Jeune, etc. Alors, j'ai donné une petite bibliographie sympathique à lire sur ce sujet. Vous avez Babacar Sall, Racine éthiopienne de l'Égypte ancienne, dans aux éditions Présence africaine. Ça, c'est un livre incontournable. Toutes les personnes qui s'intéressent à ce sujet doivent lire Babacar Sall, Racine éthiopienne de l'Égypte ancienne. Il y a bien sûr
des références sur le pays du Nil, dans cet ouvrage où on nous dit qu'il est situé dans l'alignement de l'Égypte, que l'Éthiopie était au sud de cette dernière, c'était une terre du Midi. Lorsqu'on vous parle de terre du Midi, pensez à l'Éthiopie. Le peuplement de l'Égypte a d'abord été fait à partir des régions éthiopiennes, celles-là même ont révélé les plus anciens squelettes humains dont on a parlé de Lucie tout à l'heure. Eh bien, tout cela est marqué dans le livre de Baba Kassai. Autre citation de ce même ouvrage, la civilisation pharaonique était nilotique et africaine, c'est-à-dire éthiopienne, page 224. La circoncision est une pratique des Éthiopiens, on en a parlé dans une conférence précédente. L'art rupestre éthiopien a influencé celui de l'Égypte prédynastique et par ricochet l'art de l'Égypte pharaonique. Donc tout cela, ce sont des preuves de l'ancienneté de l'Éthiopie sur l'Égypte ancienne. Je terminerai cette première partie de l'exposé avec une citation donc de Diodore de Sicile, complète. Les Éthiopiens disent que les Égyptiens sont une de leurs colonies qui fut menée en Égypte par Osiris. Ils prétendent même que ce pays n'était au commencement du monde qu'une mer, mais que le Nil, entraînant dans ses crues beaucoup de limons d'Éthiopie, l'avait enfin comblé et en avait fait une partie du continent. Ils ajoutent que les Égyptiens tiennent d'eux, comme de leurs auteurs et de leurs ancêtres, la plus grande partie de leur gloire. C'est d'eux qu'ils ont appris à honorer les rois comme des dieux et à ensevelir leurs morts avec tant de pompe. La sculpture et l'écriture ont pris naissance chez les Éthiopiens. Voilà une citation un peu longue que je vous recommande, et que je confie à votre mémoire. Le même Champollion le Jeune va donner son opinion sur l'origine égyptienne, l'origine de la race égyptienne, les premières tribus qui peuplaient l'Égypte vers d'Abyssinie ou du Sinai. Voilà les caractères nets de la race éthiopienne, c'est-à-dire des Abyssins, etc. Donc ça, c'est tout ce qu'on a lu tout à l'heure. Je ne vais pas être plus long là-dessus. Voilà les références. Maintenant, il y a même des analyses linguistiques faites par le même Cheikh Anta Diop qui nous parle de Kemet, le nom ancien de l'Égypte ancienne, et qui nous montre avec les graphies égyptiennes comment ce mot devrait être traduit comme étant le pays noir, le pays des noirs, la terre des noirs, le pays des nègres, etc. Donc vous avez différentes expressions. Pour ceux qui s'intéressent à l'art hiéroglyphique, vous les avez là. Il faut lire dans le sens contraire des êtres vivants. Donc si vous regardez les êtres vivants, ils regardent vers la gauche, et bien vous devez lire de gauche à droite. Et là, vous avez donc Kemt, le premier hiéroglyphe. Vous avez une sorte de paquet de charbon qui est au début. Vous avez ensuite un oiseau. Et vous avez ensuite la marque du féminin et le déterminatif de la ville ou du pays. Donc là, vous avez Kemet, le pays noir. Vous avez aussi Kelt dans le sens pluriel, c'est-à-dire les Égyptiens, avec la marque du pluriel, les trois traits. Vous avez toujours le sac de charbon, la marque du féminin, l'homme et la femme qui montrent que ce sont les gens, les Égyptiens, et donc la marque du pluriel. Vous avez donc tous ces mots-là constitués avec des hiéroglyphes égyptiens qui vous montrent très, très facilement que nous sommes en présence d'un peuple noir. Quelques versets bibliques pour illustrer le tout. Bien sûr, on a déjà cité ces versets dans un exposé précédent. Eh bien, Dieu a modelé l'homme à partir donc de ce limon éthiopien qu'on appelle la Adama en termes bibliques. Ça a donné Adam. Eh bien, il a tiré Adam de la Adama, de ce du limon éthiopien dont on a parlé tout à l'heure, qui glisse jusqu'en Égypte. Et puis, il a insufflé dans les narines de l'homme un souffle vivant qui a fait de l'homme un être vivant, un souffle. Et donc, on retrouve aussi ce don du souffle sur les icônes égyptiennes anciennes. Le fleuve qui sortait du jardin d'Éden, le second fleuve s'appelait le Guillon, qui correspond donc au Nil bleu qui entoure le pays de Kush, c'est-à-dire l'Éthiopie. Voilà. Donc, parmi les fils de Cam, on a cité Misraïm, qui est l'Égypte, on a cité bien sûr Kush, qui est l'Éthiopie, on a cité Canaan, etc. On a cité bien sûr Avila, on a cité Sheba, la reine de Saba, et on a cité Nemrod, qui fut bien le premier potentat sur la terre, celui qui a construit les plus grandes mégalopoles de l'époque, dont le célèbre Babel. Voilà. Donc voici une représentation d'Isis et d'Horus dont on a déjà parlé. Voici encore un pharaon de l'époque qui a été reconstitué par ordinateur, dont le visage a été rendu à la postérité de manière la plus fidèle possible. Voici Mentuhotep, voici Toutankhamon. Et bien sûr, ce sont à différentes époques de l'Égypte ancienne. Tous ces pharaons-là n'ont pas vécu en même temps. Amenhotep III, Mentuhotep, Toutankhamon.
Hein, là, vous avez un couple, une famille même, le père, la mère et l'enfant, ce qui montre aussi que les Égyptiens avaient une éthique assez semblable à celle des chrétiens, c'est-à-dire qu'en Égypte ancienne, la famille idéale, c'est la famille nucléaire, le père, la mère et l'enfant. La polygamie, c'était réservé à quelques rois, ce n'était pas une pratique populaire. La pratique la plus évidente dans les textes, même de sagesse, tels que les écrits de Ptahhotep et autres, eh bien, on parle de monogamie et donc de famille nucléaire, le père, la mère et l'enfant. On voit que la femme et l'homme s'étreignent l'un l'autre, donc il y a cette complicité, cet amour entre l'homme et la femme qui donne bien sûr l'enfant, et donc la notion aussi du respect de la femme qui est très développée en Égypte. Voici la reine Tiye, hein, dont on voit le visage qu'on retrouve à Marie-Galante, par exemple, au Mali. On va retrouver des personnes qui ont exactement ce type de figure, hein, et comme quoi le nez épaté n'est pas une caractéristique unique, qui suffit à définir la race noire, puisque au sein même de la race noire, à l'intérieur de la race noire, il y a des nez épatés, il y a des nez fins, il y a des traits, des yeux bridés, des yeux horizontaux. Il n'y a pas qu'un seul type de race noire, il y a différents. Et donc c'est pourquoi les égyptologues occidentaux, lorsqu'ils ont une statue avec un nez fin, ils disent « Ah non, c'est pas un nègre, regardez le nez ». Ça ne veut absolument rien dire, puisque ça voudrait exclure par exemple de la race noire la plupart des Sénégalais, la plupart des Maliens, etc. Du fait que leur nez n'est pas épaté, on va dire que ce ne sont pas des noirs. Ça n'a aucun sens. Donc voilà l'armée égyptienne dont on a déjà montré quelques images dans un exposé précédent. Voilà. On va maintenant parler du peuplement de l'Afrique à partir de la vallée du Nil. Ça, c'est un thème que je pense que Cheikh Anta Diop a été aussi un pionnier dans ce domaine, montrer que l'Afrique a été peuplée en grande partie par des populations qui sont sorties de cette vallée du Nil, qui sont sorties de l'Égypte ancienne à des moments cruciaux de l'histoire égyptienne. Par exemple, lorsqu'il y a eu l'invasion de Cambyse en 525 avant Jésus-Christ, eh bien, beaucoup d'Égyptiens ont dû refluer vers la Centrafrique, vers différentes côtes d'Afrique, et donc plusieurs peuples africains d'aujourd'hui, tels que les Bambara, les Wolofs, les Toucouleurs, etc., sont d'origine égyptienne, égypto-nubienne, et ils le disent dans leur tradition, hein, que ce soit orale ou écrite. Il y a beaucoup de récits qui prouvent, hein, le lien que ces peuples-là ont avec l'Égypte ancienne, et c'est un lien qu'on peut vérifier par la linguistique aussi, et aussi par des faits culturels tels que par exemple le chevet pour dormir, les tables qui s'associent au deuil, etc. Enfin, un certain nombre de coutumes vestimentaires ou bien alimentaires, etc., qui sont propres à l'Égypte ancienne qu'on retrouve en Afrique noire. Par exemple, les coiffures. Ici, vous avez un pharaon, je crois bien qu'il s'agit de Séti Ier, certains l'ont confondu avec Ramsès II, mais je pense que c'est Séti Ier. Vous le voyez, avec une coiffure qu'on a retrouvée chez les Tutsis, qui est identique à celle des Tutsis. D'accord? Voici des coiffures féminines, par exemple, qu'on peut aisément comparer. Les femmes d'aujourd'hui, comment elles coiffent leurs tresses, et les tresses de l'Égypte ancienne, qui sont identiques. Les instruments de musique, on retrouve le luth, la harpe, etc., tels qu'en Afrique noire. Vous avez l'Afrique noire, proprement dite, celle qu'on voudrait séparer de l'Égypte, a exactement les mêmes instruments. Hein, voici des harpes qu'on a trouvées dans le tombeau de Nacht, et voici une harpe d'Afrique centrale, au sud Gabon. Hein, les tables de chevet, comme je le disais, les appuis-têtes. Les appuis-têtes en Égypte ancienne et l'appui-tête au Mali. Hein, pourquoi les appuis-têtes? Parce que souvent, les coiffures africaines sont tellement sophistiquées que pour dormir, on met un appui-tête de manière à ne pas détruire la coiffure pendant le sommeil. Donc, on retrouve cet appui-tête aussi bien dans les pays d'Afrique noire moderne qu'en l'Égypte ancienne. Et des fois avec aussi une connotation symbolique mystique, puisqu'on retrouve ces appui-têtes-là dans certains tombeaux, comme s'ils accompagnent le mort. Hein. Vous avez aussi, vous voyez le travail de la calebasse, par exemple, hein, à côté. En termes d'architecture, quand on compare la pyramide à degrés de Médoune en Égypte au tombeau des Askia au Mali, on considère qu'il y a une parenté évidente. Donc, tout cela prouve que l'Égypte
est africaine et que l'Afrique a un rapport direct avec l'Égypte pharaonique. On pourrait parler des matériaux en termes de métallurgie, des techniques métallurgiques, hein, les forgerons, voilà. Hein, les instruments pour travailler la terre, la roue. Hein, vous voyez, jusqu'à aujourd'hui, dans certains pays d'Afrique, les paysans continuent à travailler avec cette roue ancestrale. Voilà. Vous avez aussi les attributs de la royauté, les sceptres que portent les rois. Vous voyez ici un roi traditionnel en Afrique noire qui porte à sa main eh bien, un instrument de sa royauté qui n'est pas sans rapport avec ce qu'avait le pharaon d'Égypte. Hein, le souci aussi d'avoir de l'or sur soi. D'accord, le matériau des rois, des dieux même. Voilà, la royauté divine. Vous voyez l'Uranus égyptien, le serpent qui se porte au niveau donc, de la coiffe. Et là, vous avez donc un Uranus dans les coiffes royales africaines, hein, dans l'Afrique noire traditionnelle. Hein, regardez d'ailleurs que l'Égyptien à gauche a les cheveux fortement crépus en termes d'afro, n'est-ce pas? Donc maintenant, on aborde le thème de l'apport de l'Égypte ancienne à la civilisation occidentale. C'est très riche comme thème aussi, ça on pourrait passer des heures. Mais on dira tout d'abord que voilà une citation de Champollion le Jeune, qui n'était pas un mauvais scientifique, parce que non seulement il a aidé à la découverte de la lecture des hiéroglyphes, mais il a rendu des témoignages à l'origine éthiopienne de la civilisation égyptienne. Et là, il nous dit « L'interprétation des monuments de l'Égypte mettra encore mieux en évidence l'origine égyptienne des sciences et des principales doctrines philosophiques de la Grèce. » Donc ça, c'est important, parce que quand vous faites l'école occidentale, vous avez l'impression que tout commence avec les Grecs. On vous parle de philosophes grecs, Platon, ceci, cela, Hérodote, Thalès, et on ne parle jamais de leurs maîtres égyptiens qui leur ont transmis les connaissances philosophiques. Donc ça, c'est important. Pareillement en matière de sciences. Là, vous avez par exemple des instruments de mesure hein, qui sont typiquement égyptiens et qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans l'Afrique. Voilà. Donc là, vous avez différents noms de papyrus mathématiques, où on va retrouver par exemple les soi-disant théorèmes de Thalès et de Pythagore 2000 ans avant la naissance de ces personnages. 2000 ans avant la naissance de Thalès et de Pythagore, eh bien, leurs soi-disant théorèmes étaient déjà utilisés pour la construction de certaines pyramides et aussi même en termes d'exercices de mathématiques pour les élèves. Voici le titre du papyrus. Voilà. Alors, ce titre donne une définition des mathématiques selon les Égyptiens. Les mathématiques, c'est la méthode correcte d'investigation dans la nature pour connaître tout ce qui existe, chaque mystère, tous les secrets. Voilà comment les anciens Égyptiens définissaient la matière qu'on appelle les mathématiques. Là, vous avez des mesures avec les poids pour savoir combien quelque chose pèse. Vous avez la balance, qu'on a retrouvé bien sûr dans le jugement dernier avec la balance avec la plume de Mahat, mais là c'est une balance pour peser tout simplement des choses. Vous voyez, les Égyptiens utilisaient déjà la balance. Voilà. Alors, on change de thème, on aborde maintenant non plus seulement l'apport en matière de sciences et de technologie, ou en matière de philosophie, mais maintenant nous allons nous intéresser aux apports de l'Égypte en matière de religion, en matière de spiritualité. Alors, bien sûr, on a déjà parlé d'Osiris. Osiris est considéré historiquement comme le premier ressuscité d'entre les morts. Je tiens quand même à noter qu'Osiris a une résurrection provisoire, puisqu'il a été ressuscité par Isis uniquement dans le but de donner Horus, mais qu'ensuite il est allé dans le royaume des morts et qu'il n'a pas ramené avec lui les parties de sa chair qui sont restées distribuées dans les différents tombeaux d'Égypte, contrairement à la résurrection du Christ où, lorsqu'on rentre dans le Saint-Sépulcre, on ne trouve aucun élément charnel puisqu'il a ressuscité son corps charnel. Donc, ce n'est pas exactement l'identique, mais c'est tout de même historiquement un Dieu qui est passé par la mort et par une résurrection. Vous avez Isis et Horus dont on a parlé. Isis qui représente la mère, celle qui donne, qui allaite son enfant, et Horus l'enfant divin, qui est donc le successeur d'Osiris et qui va être l'ancêtre des rois d'Égypte. Donc cet Horus et cette Isis ont pu être des préfigurations égyptiennes de Marie et de Jésus, puisque
la pose est identique, et on va dire, Horus se bat contre Seth, qui est une forme égyptienne, je dirais, de Satan. Hein. Et donc Horus va vaincre Seth et apporter donc la lumière. Ici, vous avez le jugement dernier dont on a parlé, avec bien sûr l'âme qui va être pesée avec la plume de Mahat, et puis ensuite, si elle a un destin positif, elle est justifiée, elle va dans le royaume des cieux, hein, les champs de Yalou, elle va vivre avec la divinité. Par contre, si elle est damnée, eh bien, elle va se faire dévorer par la dévoreuse, qui est un animal qui est composé de 3 parties, une tête de crocodile, un corps de lion et des fesses d'hippopotame. On a noté la présence couchite et égyptienne dans la Bible. On en a parlé avec, par exemple, la sœur de Moïse, qui s'inquiétait de savoir que Moïse s'était marié à une femme cushite, c'est-à-dire à une Éthiopienne, et non pas à une Israélienne, et ça pouvait donc annoncer le transfert de la gloire d'Israël à l'Éthiopie. Et donc elle s'était un peu rebellée contre ça, elle avait d'ailleurs été punie, puisqu'elle était devenue blanche comme la neige. Pareillement, au psaume 68, verset 32, on parle de l'Égypte et de l'Éthiopie en ces termes: depuis l'Égypte, des grands viendront, l'Éthiopie tendra les mains vers Dieu. Et au cours d'un exposé précédent, nous avons parlé de la conversion des Égyptiens, non seulement au judaïsme à l'époque de Ménélique Ier, fils du roi Salomon et de la reine de Saba, mais ensuite au christianisme à l'époque du ministre des Finances de la reine Candace, qui est un des premiers donc convertis parmi tous les humains au christianisme. Alors, autre thème, la parité linguistique des langues négro-africaines et de l'égyptien ancien. C'est un thème donc cher à Cheikh Anta Diop et qui est développé jusqu'à aujourd'hui par différents disciples de Cheikh Anta Diop, dont Théophile Obanga, Babacar Sall, qui nous montrent, ou encore Yopore Kassomet, qui nous montrent que, en fait, si vous comparez l'égyptien ancien au Bambara, au Wolof, au Hausa, etc., vous allez trouver des liens de famille, et qui ne sont pas simplement au niveau du vocabulaire, mais au niveau de la syntaxe. Alors ici, vous avez quelques liens qui ont été démontrés, par exemple, entre l'égyptien et le Wolof. En égyptien, pour dire sel, on dit tout. Ça s'écrit avec la marque du féminin T et le son OU qui est un petit moineau, un petit oiseau. Là, vous avez, pour dire là, en Wolof, on dit tout aussi. Pour dire sel, on dit aussi tui en égyptien. Le T, le féminin, le petit oiseau, et la marque du duel, les deux petits traits, voilà, pour faire le... Voilà, vous le retrouvez avec le Wolof. Tui. Donc vous voyez, tous ces mots-là existent dans les deux langues. Et ça continue avec les démonstratifs. Pou, bou, puis, boui. Le P est devenu un B. Voilà, ça, c'est chose facile. Hein? Donc, tout cela, ce sont des preuves du passage d'une langue à une autre et des correspondances qui existent entre les deux langues. Voilà. Le nom, par exemple, hein, dans différentes langues africaines, vous avez Ran, Rin, 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 Rina, et en égyptien, c'est Ren. Hein, Ren, le nom. Voilà. Donc, on continue. Maintenant, c'est un thème plus politique. Pourquoi faut-il que l'Afrique s'unisse? Pourquoi faut-il que l'Afrique devienne un État fédéral? Selon Cheikh Anta Diop, c'est pour fédérer toutes les richesses africaines et faire de l'Afrique l'État le plus puissant au monde. Puisque vous avez des pays d'Afrique qui ont de l'or, de la manganèse, du pétrole, de toutes sortes de produits véritablement importants et qui apportent une richesse extraordinaire. Et si vous arrivez à conjuguer toute cette richesse et à la placer sous un État fédéral, mais ça ferait de l'Afrique la nation la plus puissante au monde. Et c'est ce qui est gênant, c'est qu'on a morcelé l'Afrique en plus de 50 États, ce qui fait que chaque État a sa petite richesse et ne fonctionne pas dans une chorégraphie, je dirais, hein, gigantesque, hein, une harmonie avec les autres États pour faire une seule force. Donc Cheikh Anta Diop a voulu insister sur cette idée des États-Unis d'Afrique et il n'avait pas tort puisque en 1963 a été créé l'OUA,
à Addis Abeba, sous la férule de Haïlé Sélassié Ier, le 225e descendant du roi Salomon et de la reine de Saba sur le trône d'Éthiopie. Eh bien, vous le voyez ici, qui réunit 32 chefs d'État africains, donc dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba, qui signifie la nouvelle fleur. Hein, vous voyez les chefs d'État et vous voyez leurs drapeaux respectifs. Voilà. Donc, pour une bibliographie sommaire de tout ce que nous avons abordé, il faut lire Théophile Obenga, Cheikh Anta Diop, Volney et le Sphinx, Babacar Sall, Les racines éthiopiennes de la civilisation égyptienne, Alain Bourgeois, La Grèce antique devant la négritude, Martin Bernal, Black Athena, c'est en 2 volumes, Aboubakri Moussalam, Les chemins du Nil, et Cheikh Mbaké Diop, Cheikh Anta Diop, L'homme et l'œuvre, et puis aussi bien sûr les 8 volumes de l'UNESCO sur l'histoire générale de l'Afrique. Alors ici, je crois que mon exposé se termine ici, mais je vais quand même passer quelques images, c'est possible. Voilà, donc on a des écritures anciennes qui se trouvent au musée d'Addis Abeba d'ailleurs. Voilà, vous avez je dirais les origines des hiéroglyphes égyptiens, puisque vous avez le son Ha qui apparaît à droite par exemple, et qui va donner le Ka dont on a déjà parlé dans un exposé précédent. Hein? Donc vous avez, je dirais, l'ancienneté, là ce sont des images un peu moins visibles. Donc les arguments en faveur de l'Égypte ancienne en tant qu'élément de l'univers africain. Vous avez les arguments d'ordre culturel, sociologique, anthropologique, historique, hein, des faits culturels tels que les études linguistiques. Donc, je vous passe une trop grande lecture, ce sera un peu fastidieux, mais vous voyez bien que dès le départ, Champollion le Jeune s'est aperçu d'une famille linguistique, d'une famille culturelle entre l'Égypte et toute l'Afrique noire. Et il le dit, c'est par l'analyse raisonnée de la langue des pharaons que l'ethnographie décidera si la vieille population égyptienne fut d'origine asiatique, c'était ce que les gens racontaient jadis, ou bien si elle descendit avec le fleuve divinisé, c'est-à-dire le Nil, des plateaux de l'Afrique centrale. Donc là, vous avez donc les pharaons, vous avez l'origine égyptienne du judaïsme, du christianisme et de l'islam avec le jugement dernier dont on a déjà parlé. Vous avez bien sûr les parentés en termes de coiffure, c'est un petit résumé de tout ce qu'on a vu. Vous avez bien sûr l'apport de l'Égypte à la Grèce, puisque la plupart des grands Grecs sont allés en Égypte étudier, dont Aristote, hein, qui est resté 22 ans en Égypte. Vous avez l'anthropologie physique et les icônes, l'iconographie qui vous montre les différents pharaons en tant que nègres bien typiques, et même les momies. Regardez cette momie de Toutankhamon par exemple. Et bien sûr, le grand Cheikh Anta Diop. Vous avez donc des traces sur l'écriture. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je vous remercie pour votre fidélité.